Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Cryptost. Il s'agit d'une rediffusion de live qui a été lancée le mardi 1er août aux alentours de 18h sur le compte Twitter de Cryptost et qui était dédiée à l'une des plus grosses actualités de ces derniers jours, à savoir le hack du protocole de Curve Finance et aussi toutes les conséquences associées et notamment ces fameuses positions de lending à risque détenues par le fondateur du protocole de Curve Finance qui aurait pu un temps mettre en danger l'ensemble de l'écosystème de la DeFi. Et pour m'accompagner au cours de ce live, j'étais en compagnie de deux personnes que vous connaissez évidemment, Valentin Demey et le Prof Chain, mais également de Mark Zeller qui nous a apporté son expertise en DeFi et qui nous a permis aussi de voir une facette qu'on ne voit pas souvent, c'est-à-dire le côté protocole DeFi, comment est-ce qu'on gère une telle crise. Il nous a aussi permis de comprendre les travaux qui ont été effectués depuis des mois et des mois du côté du protocole AAVE, notamment avec la V3, pour prévenir ce genre de problème et empêcher que cela impacte l'ensemble du protocole et tous les utilisateurs. Bref, je vous invite à écouter ce live. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like à cette vidéo. Bon visionnage. Hello tout le monde, bonjour tout le monde. Bon, je voulais attendre un petit peu, mais je vois qu'il y a déjà pas mal de monde qui sont présents sur le live, donc c'est parfait. Euh, je vois qu'il y a Valentin, Prof Chain qui sont là. N'hésitez pas à allumer vos micros. Bonjour Lilian, bonjour prof, bonjour à tous. Salut Val. Bonjour à tous, salut, salut. Salut, salut. Bon, on fait pas souvent des lives avec Cryptost, mais on le fait quand l'actualité s'y prête. Et c'est vrai qu'actuellement, voilà, on a pas mal de grosses actualités cette semaine dans l'écosystème crypto. On nous avait souvent dit que le mois d'août était calme. Euh, Là, on a été servi quand même pour ce début de mois d'août, fin de mois de juillet. L'idée de ce live aujourd'hui, c'est de discuter de cette grosse actualité en ce moment autour de ce qui se passe avec l'affaire Curve, le hack qui a touché donc le protocole Curve et tout ce qui s'est passé derrière, tous les risques pour certaines positions. On y reviendra. Les risques aussi pour d'autres protocoles de DeFi et pour l'écosystème de la DeFi en général. Et pour en parler, donc, vous les avez entendus, on aura Valentin, que vous connaissez très certainement, puisque évidemment c'est la figure de Cryptost. Et on aura aussi Prof Chain pour nous apporter son expertise de l'analyse on-chain. On aura aussi Mark Zeller qui nous rejoindra tout à l'heure, un petit peu plus tard pendant le live. L'idée avec Marc, c'est qu'il nous apporte aussi son expertise, puisqu'il a travaillé beaucoup dans la DeFi, notamment avec AVE, donc il nous apportera voilà, sa vision éclairée sur comment ça se passe aussi en interne quand on a un protocole de DeFi pour gérer ce genre de situation de crise. Bref, le contexte est placé. Euh, Peut-être petit résumé pour que vous compreniez un petit peu ce qui se passe pour ceux qui ont manqué ces derniers jours, qui n'ont pas forcément suivi. On a eu un hack qui a touché certaines poules de liquidité sur Curve, Curve qui est un des plus gros protocoles de DeFi à l'heure actuelle. Un hack pardon, qui venait principalement d'une vulnérabilité sur Viper, qui est un langage de programmation notamment pour les smart contracts d'Ethereum. On y reviendra tout à l'heure. Donc, il y a eu à peu près plus de 40 millions de dollars, je crois, qui ont été drainés des poules de liquidité. Donc, c'est un gros hack quand même. Mais pourquoi est-ce qu'on en parle autant? C'est parce que ça a mis en défaut certaines positions, notamment les positions du fondateur de Curve, qui avait placé pas mal de serveurs en collatéral pour emprunter d'autres cryptos sur d'autres protocoles de lending comme AVE, comme Frax, etc. Évidemment, comme le CRV a chuté, bah, ces positions, elles sont à risque actuellement, et c'est des énormes positions, et on reviendra dessus pendant le live, mais c'est des positions qui sont compliquées à liquider, qui mettent en défaut potentiellement certains protocoles, et éventuellement donc voilà l'écosystème DeFi, et ça c'est Marc qui nous en parlera, et justement Marc vient d'arriver. Salut Marc, merci d'être avec nous. Salut, salut tout le monde. Bon, on commence à se bagarrer tout de suite ou c'est Non, comment? on introduisait tranquillement les choses. Ah, on a trop pour l'instant. Pour l'instant, on fait les choses proprement, de manière C'est, journalistique. c'est, c'est le live plus important du monde. Moi, j'adore ça. Alors, justement, l'idée, c'est de voir pourquoi c'est quand même intéressant d'en parler. C'est une très, très grosse actualité, mais justement, tu vas nous apporter ta vision, nous expliquer pourquoi c'est pas si grave, j'espère. Bien sûr. Et
Qui y a d'autre avec nous ce Alors, soir? du coup, je te Bonsoir tout le monde. représente les intervenants. Valentin, peut-être que tu connais, un certain journaliste chez Cryptost. Ouais, de nom, de nom. Et Prof Shane, du coup, qui est notre expert en analyse on-chain. Et justement, d'ailleurs, je veux bien que tu prennes la parole, s'il te plaît, pour nous expliquer un petit peu, toi, de ton point de vue. Je sais que tu as pas mal travaillé ces derniers jours à essayer de comprendre ce qui s'est passé, notamment en regardant du côté de la blockchain, en analysant un petit peu, en retraçant tous les mouvements de liquidité. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé sur ce hack? Comment ça s'est passé concrètement? Qu'est-ce qu'ont fait les attaquants pour réussir à drainer ces liquidités? Bien sûr, pas de souci. Avant de commencer, je vais saluer tout le monde et vérifier que tout le monde m'entend bien pour être sûr que l'info passe bien comme il faut. Est-ce que vous m'entendez correctement? Ouais, très très bien. Super, super. Alors, juste pour expliquer, en effet, il y a pas de problème par rapport au protocole Curve en soi, hein. C'est vraiment une faille, en fait, dans le compiler de Viper, qui est un langage de programmation, sur trois différentes versions, en fait, du compiler. Donc, des mises à jour, en fait, qui pensaient avoir été déboguées et qui n'ont pas été déboguées. En fait, la faille a été découverte, donc, le 30 juillet, quand Viper, du coup, a tweeté, pour dire, attention, il y a une faille. À ce moment-là, il y avait déjà une exploitation, en fait, des poules de liquidité de Curve qui avaient eu lieu. Et en gros, il y a eu cinq différents exploits, donc cinq différentes attaques sur quatre poules. Donc il y a eu la poule PET Ether, il y a eu la MSET H Ether, AL Ether et CRV Ether. Il y a eu deux différentes attaques sur la poule Ether. On va y revenir dans un instant. Le mode opératoire, il est relativement le même, hein. Donc, c'est le principe, en gros, c'est d'aller faire un flash loan sur Balancer, de déwrapper les Ethers, ensuite d'aller chercher des tokens de liquidité, donc les LP tokens, sur les poules intéressées. Et en fait, grâce à l'exploit, on va réussir à retirer plusieurs fois, donc à drainer les Ethers ou pour le coup là, les PET ou les MSET ou les ALET ou les CRV de la poule au fur et à mesure en boucle en fait. Si on fait une transaction une fois et qu'on va retirer une fois, et ben là on va être capable de le faire pas à l'infini mais presque à l'infini. Donc on va être capable de rentrer dans une boucle de réentrance, ce qu'on appelle, et du coup on va avec cette boucle drainer au fur et à mesure la liquidité. Donc on va avoir bien sûr une balance, un équilibre de la poule qui va évidemment s'effondrer. Et c'est à peu près le mode opératoire qui a été le cas pour les quatre poules qu'on a connues. Ok. Ok, donc concrètement, c'est ce qui s'est passé. C'est comme ça que on a eu à peu près un petit peu plus, si je dis pas de bêtises, de 40 millions de dollars de liquidités qui se sont échappés, qui ont été drainés par les attaquants. Euh, Est-ce que tu as regardé aussi un petit peu comment réagissent les investisseurs, sur les utilisateurs de la blockchain? Je sais que tu fais ça souvent sur Cryptos dans tes analyses, analyser un petit peu le comportement des participants. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de notable que tu as pu remarquer? Oui, il y a quand même eu des mouvements assez importants. Donc, entre le 29 juillet et le 31 juillet, le 1er août, il y a eu plusieurs mouvements notables en ce qui concerne Curve. Premièrement, on est passé de 85% de l'offre dans les smart contracts en ce qui concerne Curve à 82,9%. Du coup, on a eu une baisse d'à peu près 2,7% de l'offre dans les smart contracts. Donc, on a quand même pas mal de curves qui ont été retirées, que ce soit par l'exploit ou par les gens qui ont eu méfiance, parce qu'on a en fait une activité on-chain qui était relativement stable. Je pense notamment aux adresses actives sur Curve qui étaient à peu près entre 500 et 600 adresses actives depuis février. Et au 29 juillet, par exemple, on était à 604 adresses actives. Au 31 juillet, on était à 4950 adresses actives. Donc, on a multiplié par 7 l'activité des adresses sur Curve, mais ce n'est pas grand-chose comparément au nombre de transactions sur Uniswap. On était à 38 transactions sur Uniswap V3 le 29 juillet. Le 30 juillet, donc le jour d'après, on était à 2688 transactions sur Uniswap V3, donc on a fait un fois 70. C'est juste considérable. En ce qui concerne le volume de transfert, c'est aussi quelque chose de considérable. On est passé du 29 juillet à un volume de transfert moyen total, pardon, total, pas moyen, de à peu près 12 millions de CRV par jour. Le 30, évidemment, en comptant les transferts qui ont dû par rapport aux exploits, on est passé à peu près 680 millions, donc un bon fois 57 environ 680 millions de CRV. Et ça a amené à plusieurs choses. Donc évidemment, il y a eu les volumes de transfert de l'exploit qui ont influencé évidemment les métriques de l'activité on-chain, mais on a pu voir aussi un comportement typique de la part de certains participants. Donc, forcément, il y en a qui ont pu avoir une phase de méfiance. Et en l'espace de moins de 72 heures, on a quasiment
30 millions de CRV qui ont été déposés sur la totalité des exchanges. On est passé d'une supply sur les exchanges de 94 millions à quasiment 125 millions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup de CRV qui ont été déposés sur Binance. Si je vous fais un petit topo global, on a 17 millions de CRV qui ont été déposés sur Binance. Ensuite, on a à peu près 130 000 sur Bitfinex, 22 000 sur Crypto.com, 2000 sur Bitrex, et on a même des exchanges où en fait il y a des CRV qui ont été retirés. KuCoin, par exemple, on enregistre une baisse d'à peu près 500 000 CRV en l'espace de 72 heures, et Coinbase, le plus intéressant, enfin le plus intéressant c'est relatif, mais on a une chute, donc on a un retrait d'à peu près 1 72 000 CRV sur les réserves de Coinbase. Donc on voit bien qu'il y a eu un moment de panique. Il y a eu beaucoup, en agrégé, on a quand même, en net, on a quand même beaucoup de dépôts qui ont été envoyés vers les exchanges. Est-ce que c'est pour vendre tout de suite? Est-ce que c'est juste un mouvement de panique peut-être pour se protéger? C'est un peu tôt pour le dire, mais on voit bien qu'en tout cas, cet exploit, il a quand même pas mal impacté la psychologie de certains détenteurs de CRV, soit qu'ils le détenaient pour faire l'investissement, soit qu'ils le détenaient dans les smart contracts et du coup ont évidemment retiré ces CRV des smart contracts pour se protéger d'un potentiel exploit futur. Ouais, donc il y a eu un vrai effet de contagion, pas mal de peur du côté des investisseurs, et ça s'est ressenti, comme tu le disais aussi, sur le marché, puisque le cours du curve va pas mal dévisser dans les quelques heures qui ont suivi l'annonce du hack. Et je crois qu'au plus bas, il est tombé jusqu'à moins 35%, 24 heures après. Et donc ça, c'est surtout ça en fait qui a déclenché le problème, parce que finalement, des hacks dans la DeFi, on en connaît, ça arrive souvent, mais on n'en parle pas aussi souvent que ça, en tout cas pas aussi sérieusement que ça. La vraie problématique et la raison pour laquelle on discute de tout ça aujourd'hui, c'est notamment parce que le fait que le cours du curve est dévissé, ça a entraîné quelques positions de lending qui étaient jusqu'ici plutôt sécures, entre guillemets, hein, plutôt sécures, puisqu'on en avait déjà parlé il y a quelques semaines. Mais en tout cas, ces positions se sont retrouvées mais au bord de la liquidation, tout simplement. Et en fait, ce sont les positions du fondateur de Curve, qui avait, si je ne dis pas de bêtises, à peu près 250 millions de CRV qui collatéralisaient l'ensemble de ses emprunts. Donc, il a emprunté voilà, 60 millions d'USDT, du mime sur Abracadabra. Donc, il y avait comme protocole AVE, Fraxlend, Abracadabra et autres protocoles de lending, donc sur lesquels il avait déposé du CRV pour emprunter d'autres cryptos. Et le problème, c'est que ces positions donc, sont donc à risque d'être liquidées. Le problème actuellement, c'est que de telles positions aussi massives, c'est pas tout simple de les liquider. Et justement, Marc, je veux bien avoir ton avis là-dessus, toi qui est un peu un expert sur cette partie-là, qui a connu aussi l'année dernière des problématiques un peu similaires avec AVE. Je me souviens en juin dernier, je crois que AVE était sujet bon, dans un autre contexte, bien entendu, mais à une Alors, potentielle l'année dernière, liquidation. c'était le CRV, mais c'était le contraire, en fait. L'année Tout à fait. dernière, en novembre 2022, en fait, c'était de l'USDC utilisé en collatéral pour emprunter du CRV. Et le CRV montait de manière balistique. Et du coup, en fait, la grande différence, c'est que l'USDC, comme c'est un stablecoin, généralement, le buffer, le tampon entre le pourcentage du collatéral qui est utilisé du coup en collatéral, en garantie et la valeur de la dette, le delta est pas très élevé. On peut utiliser, il y a 80% de prêt sur valeur, de ratio prêt sur valeur sur le SDC et la liquidation commence à partir, ça dépend des marchés, entre 82,5 ou 85%. Et donc, on a un petit buffer avec 5% de liquidation bonus. Donc, on a un petit buffer de 10% d'état pris avant que ça commence à être un petit peu compliqué. Sur le CRV, c'est le contraire, puisque la pression de valeur est relativement faible par rapport au stablecoin, puisque ce sont des actifs par essence à forte volatilité, en tout cas par rapport à des stablecoins. Et donc là, on est sur un ratio de liquidation threshold, de palier de liquidation à 55%. Donc ça veut dire que on commence à considérer que la position est liquidable quand la valeur du collatéral est un tout petit peu moins de 2 fois plus élevée que la valeur de la dette.
Donc, quand il y a 2 dollars de collatéral par rapport à 1 dollar de dette, alors c'est pas exactement ça, mais à 5% près, on en est là. Et donc, quand tout le monde dit oui, c'est sur le point de se faire liquider, ben en fait non. Hein. Je crois qu'au plus bas, quand hier, quand c'était la grande panique, la position de Michael, du fondateur de Curve sur AV était à 1,36 de Earth Factor. Je pense qu'il y en a plein qui nous écoutent qui sont allés en dessous de ça, pour être honnête. Là, actuellement, c'est à 1,64. 1,64, c'est considéré comme quelque chose assez safe, quoi. Il faudrait plus de 40% de baisse avant qu'on commence à bouiller notre slip du côté du protocole et qu'on commence à considérer éventuellement que les liquidations ont une chance de mal se passer. Donc, est-ce que c'est possible? Bah oui, c'est possible. Les marchés sont volatiles, mais est-ce que clairement, depuis hier en début de soirée, on considère, en tout cas en interne, que l'événement en termes de probabilité que du pire est derrière nous. Et, bien sûr, impossible de prévoir l'avenir, mais a priori, voilà. Avant-hier, la nuit a été courte. Hier, j'ai dormi à peu près normalement, mais je pense que ce soir, je ferai une nuit tranquille, pour être honnête. Ouais. Parce que comme tu disais, en plus le cours du CRV est reparti à la hausse ce matin, on est remonté aux alentours de 0,6 dollars et je crois que la limite qu'il fallait atteindre pour commencer à pouvoir liquider la position, c'était aux alentours de 0,37 dollars, donc on en est encore loin, mais on s'en est approché un petit peu hier soir. Après, il y a un autre élément quand même qui pourrait faire Après, effet boule de neige sur moi, je Fraxlane. pense que, en fait, le souci. Non, Fraxlane, ça a été remboursé, hein, les amis. Hein. Enfin, Fraxlane, Ouais, mais justement, je voulais l'aborder. Il y a eu les on est, remboursements. on est sur 10 millions de dettes. Les taux d'intérêt sont redevenus normaux et on est sur un F-factor de 1,90 qui est vraiment. Là, on commence à. Enfin, il y a plus il y a 2,3, non, 2,5 dollars de collatéral derrière chaque dollar de dette. Donc là, au bout d'un moment, les gars, vous voulez quoi? 100 dollars de collatéral par rapport à 1 dollar de dette. Au bout d'un moment, il faut que les marchés soient efficients. Bien sûr. Sinon, à quoi ça sert? Enfin bref. Non, mais tout Euh, à fait. Mais le but, c'était juste c'est vrai, de reparler aussi mais, de cet mais élément-là qui a été quand même un effectivement, élément de pression important. Effectivement, ça a été un élément de pression assez important et ça aurait pu être le départ d'une liquidation. La position était relativement importante, hein, au-dessus de 30 millions de dollars de dette sur Frax. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il n'y a pas eu un petit peu de stress il y a 2 jours, hein, clairement. Mais je reproche un petit peu. En fait, le truc, c'est que c'est un métier qui est difficile, la finance décentralisée, et c'est plus difficile que simplement aller sur OneInch ou Paraswap, mettre un gros chiffre et dire ah, regardez, regardez, en fait c'est pas possible et il va y avoir 60 millions de mauvaises dettes. Ça marche pas comme ça et ça a jamais marché comme ça. Et bizarrement, c'est la troisième fois que sur cette position, les gens disent sur les réseaux sociaux regardez, il va y avoir 60 ou 80 millions ou 100 millions de dollars de dettes. Et bizarrement, c'est la troisième fois que ça arrive pas. Donc au bout d'un moment, la première fois, bon d'accord, on apprend, la défi c'est compliqué. La deuxième fois, bon, ok. Là, on en est à la troisième fois et il va falloir distribuer les nez rouges et changer de métier. Hein. Donc au bout d'un moment, les réseaux sociaux, ça me fatigue un peu, quoi. Je peux comprendre. Après, il faut aussi remettre un peu dans le contexte de la manière Pourquoi? avec laquelle il a sauvé ses positions. Donc pourquoi c'est oui, mais ça fait partie des marchés. Les marchés, c'est pas que en fait. Pourquoi cette position est un petit peu plus compliquée que les dernières fois, c'est que là, en fait, il a eu la peste et le choléra en même temps. C'est-à-dire que il y a eu un mouvement de marché qui a été lié par le fait que la liquidité on-chain de cet actif, le CRV, s'est fait ract. Et c'est ça, hein, c'est que malheureusement, sur les 4 pools, la pool CRV-HEAD, qui était la pool principale on-chain du CRV, s'est fait ract. Donc, aujourd'hui, et encore, c'est le cas, hein, là maintenant, pendant qu'on parle, aujourd'hui, si on veut vendre du CRV on-chain, eh ben, on va le faire pour pas grand-chose, ou alors il faut en vendre très très peu. Sauf que les amis, un marché, c'est pas seulement on-chain, hein, et déjà, il existe d'autres réseaux qu'Ethereum où il y a de la liquidité, assez peu, hein, mais ça existe aussi. Et puis surtout, bah, il y a la finance centralisée qui existe également. Et il y a les marchés over the counter, OTC. Et là, bizarrement, bah oui, en fait, ça existe. En fait, un bon protocole qui marche encore. Alors certes, il y a des pools qui sont faits direct,
mais le problème a été identifié, a été contenu, et c'est pas un problème qui vient de Curve, c'est un problème qui vient du langage de programmation en lui-même. Et ben bizarrement, un protocole qui génère des millions de dollars de revenus, et ben quand il y a le moyen de racheter du CRV un petit peu en dessous du prix du marché sur un marché over the counter, il y a des gens qui se présentent. C'est choquant, n'est-ce pas? Les liquidations, c'est plus compliqué que juste mettre un chiffre sur Paraswap et de dire oh là là, tout va s'écrouler. On est sur un marché complexe, la finance c'est complexe. Il y a ce qu'on appelle de la demande latente qui existe. Il y a des marchés aussi sur la finance centralisée. Et même si on arrivait à un stade de liquidation on-chain, il se passerait exactement ce qui s'est passé en fait. En fait, vous avez assisté à une pré-liquidation de la position. En fait, ces deals OTC, c'est le founder de Curve qui s'est dit, bon, bah, je vais revendre du collatéral et je vais le revendre à des gens qui sont liquidateurs et je vais le revendre un petit peu en dessous du prix du marché. Et en fait, c'est comme s'il y avait du liquidation bonus et je vais le faire parce que je préfère le faire maintenant à mes termes, à mon rythme, en évitant qu'on me mange d'un seul coup la moitié de ma dette, qu'on soit dans une spirale et que je contrôle pas le truc. Et en fait, il a le droit. C'est quand Ouais. vous êtes sur AV et que vous utilisez l'application, vous pouvez faire Repay with Collateral. Alors, quand vous avez 300 millions d'AVA actifs qui est peu liquide et qui est plus liquide on-chain, bah, a priori, vous pouvez plus cliquer sur le bouton. Mais si vous avez 1000 euros sur AV et que c'est 500 euros de dette et que vous cliquez Repay sur collatéral, c'est exactement ce qui se passe, hein. C'est vous prenez vous faites un flash loan, vous prenez votre collatéral et en une seule transaction, vous le vendez contre votre dette et vous repayez votre dette. C'est, euh, et c'est comme ça que ça fonctionne, la finance. Moi, j'ai vraiment passé 2 jours à me dire, on bosse tous les jours depuis personnellement 8 ans pour faire la technologie de l'auditabilité, où tout est disponible, et on est à suivre des influenceurs sur les réseaux sociaux qui disent n'importe quoi, quoi. Franchement, ça m'a fatigué, hein, les amis, hein. Mais je comprends. Après, le but aussi pour nous, en tant que médias, c'est évidemment d'expliquer ce qui se passe. Ce matin, j'en parlais un petit peu sur Twitter, euh, avec l'ambition justement de ne pas jeter la pierre ni sur Curve, ni même de tirer sur l'ambulance, mais d'expliquer concrètement les risques. Et justement, je trouvais ça intéressant, moi, d'avoir ton point de vue pour expliquer comment, quand on dit bah, ce sont des positions qui sont impossibles de liquider parce que, comme tu dis, il n'y a pas de liquidité on-chain pour le faire, et c'est pas aussi simple que si moi j'ai une position sur AVE, mais d'expliquer comment aussi en tant que protocole DeFi, on peut gérer ce genre de situation-là et faire en sorte que ça se passe de manière totalement smooth. Et c'est ce qui s'est passé finalement, comme tu le dis, c'est une espèce de pré-liquidation, ces ventes OTC. Parce que du coup, pour rappeler, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont peut-être pas le contexte, parce que ça s'est passé dans l'après-midi, ou en tout cas un petit peu tout au long de la journée, donc ouais, le fondateur de Curve qui a revendu du CRV en OTC, donc avec un prix réduit, je crois à peu près 30% de discount à diverses personnes qui étaient prêtes à les racheter. Évidemment, j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes qui ont toqué à sa porte pour racheter à ce prix-là. Et Pour ça, avoir ça- suivi un peu les choses, effectivement, la demande latente était réelle, hein. Évidemment, on s'en doute. Et donc, ce qui lui a permis, lui, en fait, finalement, d'aller rembourser une partie de sa position sur Fraxlane, sortir de ce mécanisme dont on n'a pas forcément parlé, mais qui est un mécanisme un petit peu particulier et qui fait que lorsque ta position elle est à 100% utilisée, enfin bon, je résume très rapidement, mais globalement, les frais se décuplent toutes les 12 heures, ce qui fait que on aurait atteint des frais totalement exorbitants dans les quelques jours qui arrivaient. Et donc ça aurait été l'élément déclencheur. Mais évidemment, bah, ça n'est pas arrivé parce que les choses ont été faites correctement, comme tu nous l'as expliqué. Je vois que prochaine, tu voulais parler. N'hésite pas à prendre la parole, hein. Oui, je voulais soutenir Marc et rappeler que premièrement, c'est pas un problème du hacker, et en effet, c'est le langage de programmation de Zapper qui vraiment a eu un souci dans son bug. Et en effet, il y a eu plusieurs manières d'endiguer le problème. J'avais vu une information de Hawk qui expliquait que Justin Sun, notamment, aurait potentiellement retiré 2 millions d'USDT de AAV pour les envoyer au fondateur de Curve. Et ensuite, il aurait reçu 5 millions de CRV. Donc, ça ressemblerait à une vente OTC. Donc, c'est un des moyens qu'on peut avoir justement de pallier à ces soucis-là. Et il y a aussi eu sur le cinquième exploit le deuxième exploit de la pool CRV8, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait passer, ils ont fait appel à un white hat. Donc le white hat en question, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, mais il a retiré tous les Z qui restaient. Il a utilisé en fait l'exploit pour retirer les Z qui restaient sur la pool CRV8 et après il les a renvoyés au fondateur de Curve en fait pour faire en sorte que personne d'autre ne les récupère.
et qu'ils puissent les avoir de leur côté. Donc, il y a aussi des moyens, du coup, de pouvoir utiliser l'exploit à des fins vertueuses, si je puis dire. Ok, je comprends. Val, on t'a pas trop entendu. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Peut-être venir ajouter quelque chose à ce que Marc a expliqué? J'ai été scotché par l'énervement de Marc. Je suis encore en train de me remettre de cette attaque frontale pour la communauté française. Il pourra s'expliquer avec son micro à 5 euros qu'il a sans doute racheté en Delta quelques CRV. Mais effectivement, Moi, je parlais pas vraiment des Français là-dessus, hein. Je parlais surtout des influenceurs américains. effectivement, je comprends totalement en tout cas la frustration puisque moi, j'ai souvenir, comme vous tous, qui ont suivi un peu les étapes ces derniers mois des différentes attaques économiques ou autres de la finance décentralisée, que en fait, elle est stress testée en permanence et souvent, mais ça, c'est le biais du survivant, elle justement, elle arrive à passer ces attaques. Là, ce qui est très intéressant à voir, c'est ce que vous avez très bien résumé, c'est que moi, j'ai été spectateur comme vous des différentes adresses notamment celle du fondateur de Curve sur D-Bank avec l'option watchlist pour essayer de regarder un petit peu l'adresse et essayer de voir le collatéral mis en place et la manière de fonctionner. Et là, ça a combiné trois choses très intéressantes. Déjà, ça a combiné une problématique sur Curve que vous avez très bien expliqué. Ensuite, ça a combiné euh, la baisse du CRV et la tentative de remettre du collatéral, et ensuite de l'OTC dans Cover the Counter. Donc, effectivement, l'achat à moins 30% du token CRV par des entités tierces dans l'objectif de combler la dette sans qu'elle se fasse liquider. C'est ce que tu disais, Marc, avec moins 5% en moyenne, puisque c'est ce que prendrait un liquidateur qui irait chercher une position défaillante sur un protocole de finance décentralisé. Alors, Et sur cet mêlant tout ça, c'est très actif-là, c'est intéressant. 8%. Mais OK. sur cet actif-là, c'est 8%. Mais effectivement, ça peut être 5% sur d'autres actifs. Mais c'est effectivement entre autres pour éviter ça et éviter la cascade. Maintenant, après, moi je comprends effectivement l'emballement des réseaux. Pourquoi? Parce que euh, c'est encore, et ça tu l'expliques suffisamment, Marc, dans les différents échanges qu'on a à droite à gauche, c'est qu'on est en train de construire. Alors certes, ça fait quelques années que tu construis toi sur la finance décentralisée, mais l'ensemble de cet écosystème est très jeune, donc on est en train de là, c'est une sorte de ce qu'on a pu être un Black Swan qui est en train de se terminer. Tu nous disais donc, on était au bout de la problématique et qu'effectivement, le plus gros, pour moi, c'est très bien, une nouvelle fois, à l'aube de la réglementation propre à la finance décentralisée, qu'on prenne acte de la difficulté actuelle, mais que de nouveau, sans l'intervention des banquiers centraux ou la suspension de séance, eh bien, oui, on a réussi à passer cette épreuve. Alors, il y a des points à améliorer. D'ailleurs, est-ce que tu pourras prendre 30 secondes, Marc, parce que tu l'as très bien fait hier avec CM sur la différence entre la VV3 et la V2. Il y a déjà des leçons qui ont été apprises ces derniers temps. On ira vers de moins en moins de risques comme ça. Mais moi, il y a l'énervement de ta part de l'écosystème des influenceurs étrangers sur la compréhension de cette industrie. Il y a aussi peut-être, et c'était ton tweet de tout à l'heure, d'une certaine manière, l'énervement de certaines communautés sur l'utilisation des tokens de gouvernance qui servent aussi du coup à utiliser un exit liquidity ou en tout cas à prendre une partie du travail fourni par les créateurs de protocoles qui du coup parfois sont un peu surendettés sur certains protocoles et qui font courir de cette vision un risque à l'ensemble de l'écosystème alors qu'en fait il est assez borné sur un risque propre aujourd'hui aux fondateurs de cœur. Oui, clairement. Après, voilà, sur la position du fondateur de Curve, la première chose à dire, c'est que on est sur une vieille version d'AV, on est sur la V2. Et d'ailleurs, si vous avez des fonds sur la V2, c'est l'opportunité d'aller sur la V3, puisque a priori, les risques sur la V2 sont le plus gros est passé, même si on ne peut pas prédire l'avenir. Sur la V3, cette situation ne peut pas arriver. Pourquoi? Parce que la V3, parmi les nombreuses innovations de la V3, il y a la limitation de la taille des positions, la limitation de la taille des dépôts, la limitation de la taille des emprunts par actif, le mode d'isolation, qui font que en fait, ce genre de situations ne peuvent pas être mises en place. Ça n'existe pas sur la V3
Et ça fait partie des évolutions de la défi. Pourquoi? Parce que la vieille version d'AV, elle a été pensée dans un écosystème qui était en croissance. Et du coup, la question se posait pas particulièrement de qu'est-ce qui se passe si tous les actifs qui sont listés sur AV perdent 90% de leur valeur et de leur liquidité. Et en gros, c'est ce qui s'est passé entre le top de 2021 ou 2022. Enfin bref, entre le top du bull market et aujourd'hui, on est à peu près 80-90% de liquidité en moins et de valeur en moins. Donc des positions qui étaient ultra safe, comme celle, parce que moi j'entends pas beaucoup parler de surlevier, etc., du fondateur de Curve, mais cette position-là, il y a 1 an et demi, quand elle a été ouverte, elle était ultra safe, puisque il y avait énormément de collatéral, il y avait plus de 5, 6, peut-être même 7 dollars derrière chaque dollar de dette, ce qui est considéré comme extrêmement safe, sauf que le CRV, ça vaut beaucoup moins qu'avant. Et également, c'est des choses qui ont évolué en même temps que les marchés. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, en fait, les gens seront jamais contents. C'était mon tweet de tout à l'heure. Mais forcément, il y a eu des excès. Et moi, je reconnais que avoir un tiers du supply d'un token dans une position, c'est un excès. Mais quand tu écoutes les gens, quand tu fondes un projet, que tu as créé un projet qui a du succès, t'as pas le droit de vendre des tokens parce que sinon c'est pas bien. Tu fais baisser le prix, donc vraiment t'es un traître. T'as pas le droit de staker tes tokens parce que sinon, vu que t'as beaucoup de tokens, t'es en train de voler tout le revenu et c'est pas bien. Tu peux pas l'utiliser en collatéral parce que sinon c'est du levier. Quand le prix descend, c'est de ta faute. Quand il n'y a pas de news tous les jours et de nouveaux produits tous les jours, c'est un slow rug. Au bout d'un moment, les gars, les fondateurs, ils ont le droit d'avoir une vie aussi, quoi. Et ils ont le droit de profiter de leur argent, surtout s'ils créent un protocole qui est l'un des protocoles les plus successful de tout l'écosystème. Moi, ça me choque pas que le patron de Curve ait de l'argent, hein. En vrai, il le mérite, hein. Ouais, concrètement, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. En plus, c'est vrai qu'on n'a pas entendu parler de Curve sur les derniers mois. Évidemment, et c'est tout à fait normal quand on a des actualités comme celle-là, qu'on commence à pointer du doigt certaines choses. Bon, ça arrive à chaque fois, systématiquement, dans tous les domaines, je pense, et c'est pas propre aux crypto. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une question, moi, à mon sens, qui est quand même importante, et tu l'as évoqué rapidement, le fait qu'on arrive à avoir une position aussi importante, un tiers de la supply de CRV qui est utilisée en collatéral. Comment est-ce que ça se fait que de telles Ça, c'est positions la V2. puissent arriver? Ça, c'est la V2. Alors, aujourd'hui, sur la V3, ça ne peut pas arriver. Ça, c'est Ouais, voilà, très c'est ça. clair. Sur la V2, pourquoi ça arrive? Parce que les tokens ont perdu 90% de leur valeur et que au lieu de rembourser, et ça c'est une erreur stratégique où les torts sont partagés, hein, très clairement. Je pense qu'en novembre 2022, quand il y a eu le short squeeze d'Avi et Abraham, et donc le cœur est remonté au-dessus d'1 dollar, c'était l'occasion parfaite de dégazer un petit peu pour le patron de Curve et diminuer la taille des positions. Ça n'a pas été fait. Et c'était l'occasion aussi idéale pour AV de donner un coup de vis sur la position et sur la collatéralisation. Et ça a été fait, mais de manière assez faible. Alors, on a fait le choix et quand je dis on a fait le choix, c'est la gouvernance d'AV au fur et à mesure des mois, de rendre la V2 de moins en moins attractive en jouant sur les reserve factors, en jouant sur les potentiels de collatéralisation, en jouant sur les courbes d'intérêt, et la V3 de plus en plus attractive pour inciter les gens à migrer. Et c'est vrai qu'on a fait le choix, entre guillemets, en tant que gouvernance au fil des votes, de ne pas être violent, puisque le principe de la défi, c'est d'être assez neutre en tant que protocole. Et du coup, on a cet ethos, un peu cette philosophie qui est fondatrice dans la finance décentralisée, de une position, ça appartient à un utilisateur, c'est son argent, il en fait un petit peu ce qu'il veut. Et tu as toujours un petit peu cette balance entre, oui, mais il faut que le système soit safe et que le système fonctionne et qu'on est un petit peu comme une société. Mais en même temps, on est très attaché, et d'autant plus dans la finance décentralisée, sur la liberté individuelle des individus. Et on n'est pas là pour dire, non, on n'est pas comme dans la finance traditionnelle à saisir les positions, saisir les fonds des utilisateurs. Tout ça, c'est impossible et c'est inenvisageable. C'est impossible techniquement et c'est inenvisageable de le faire dans la défi. Donc
Donc on a fait le choix et j'assume ce choix aussi avec la Betcha Initiative puisque j'ai été un peu à la barre de ce type de décision et je me suis souvent battu avec Gauntlet, l'un des service providers qui avait une politique un peu plus agressive sur cette position pour dire non, on fait progressivement. Et je pense que si on n'avait rien fait du tout, ben, on serait vraiment dans la merde aujourd'hui. Je pense que ces trucs progressifs qu'on a fait depuis novembre 2022 ont fait que bah, il n'y a pas eu de problème sur ces 3 derniers jours et que potentiellement ça aurait pu être pire, voire bien pire si on n'avait rien fait. Est-ce que si on avait été beaucoup plus ferme en novembre 2022, il y aurait eu aucun problème ces 3 derniers jours? On peut dire oui, on peut dire non. C'est toujours facile de regarder en arrière et de dire si j'avais fait ça, ce serait parfait. En trading, si on regarde en arrière et qu'on commence à se dire si j'avais fait ça, on sera tous plus riches que Warren Buffett. Ouais. Mais, mais c'est intéressant ce que tu disais sur trouver justement cette balance entre avoir une plateforme qui est safe pour tout le monde et en même temps laisser le choix à chacun de l'utiliser comme il le souhaite. Après, pour répondre à un peu ton énervement, on peut quand même comprendre certaines personnes qui voient qu'une seule adresse enfin, un seul individu avec bon, plusieurs positions, mais un seul individu peut mettre à défaut l'ensemble d'un protocole et d'autres protocoles même. Et c'est vrai que bon, ça, on peut comprendre les questionnements de certaines personnes. Bah ça, c'est vraiment quelque chose on est au courant de ça depuis longtemps et c'est pour ça que la Bien sûr. V3, tu sais, la V3 est sortie il y a plus d'un an et ça se code pas en 2 jours. C'est des réflexions qui sont vraiment au centre de ce qui se passe chez AV depuis presque 2 ans maintenant, hein. Et pourquoi il y a des caps sur la V3 et pourquoi quand la V3 a commencé à être design et a été publiée d'abord sur Polygon et Avalanche, qui étaient les premiers réseaux à accueillir la V3, et puis ensuite un petit peu partout, bah, c'est pour éviter ce genre de situation en fait. Moi, je lis sur les réseaux sociaux, hey, les gars, vous avez rien fait, vous vous êtes fait surprendre par cette position. Mais non, les gars, ça fait 2 ans qu'on bosse sur ce genre de truc pour que ça n'arrive pas. Et si, en tant qu'utilisateur, vous voulez pas vous exposer à ces risques, allez sur la V3. Il y a un bouton magique qui s'appelle Migrate to V3. Et si vous cliquez dessus, vous avez aucun risque dans cette situation. Mais clairement, il ne peut rien vous arriver par rapport à cette situation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucun risque qui existe, hein. Il y aura les risques afférents de la finance décentralisée en général, mais la V3 n'a pas ce type de risque. Ça a été designé pour ça. Ouais. Bah, c'est justement pour ça que je voulais te poser ces questions-là et t'avoir justement avec nous sur ce live pour que tu nous expliques ça, voir aussi le côté protocole finalement. Comment est-ce que, parce que c'est comme tu l'expliques, c'est pas, ça date pas d'hier d'avoir ce genre de positions qui peuvent mettre à défaut un protocole. Ça fait plus d'un an, enfin un an qu'on entend parler de cette V3 et qui justement permet de résoudre cette problématique-là. Et c'est intéressant que tu nous aies donné ton point de vue et nous expliquer, voilà, pourquoi et comment est-ce que vous avez travaillé dans l'ombre depuis des mois pour éviter ce genre de problème et donc éviter que la situation dans laquelle on est aujourd'hui ne dérape beaucoup plus. Donc ouais, merci pour ces explications. Après, voilà, c'est les hacks, les hackers vont pas Bien sûr. attendre que le meilleur moment pour passer à l'action. Clairement, bah, est-ce que si le hack était arrivé dans 3 mois, on serait dans cette situation? Moi, je pense pas, mais en même temps, il faut construire des protocoles qui résistent à tout type de situation et qui peuvent arriver à tout moment. Et c'est ça la finance décentralisée. C'est pour ça que c'est à la fois épuisant et passionnant. C'est que, comme l'a dit très justement Valentin, on est sous attaque en permanence. C'est pas pour les gens qui sont cardiaques, hein, ce métier. Oui, avec Cryptost, on traite quand même très régulièrement de ce genre d'attaques et des hacks, etc. sur la DeFi. Et oui, bien sûr que la DeFi est constamment sous attaque. Et donc oui, il y a un gros travail qui est fait de la part des protocoles, et j'imagine, et on n'en parle pas assez souvent parce qu'on n'a pas assez les insights là-dessus, mais un travail qui est fait pour œuvrer à ce que à l'avenir, on évolue dans le bon sens pour rendre l'écosystème le plus safe possible. Et voilà, donc là, c'est une preuve encore que voilà, le travail a permis comme tu me dis, de faire en sorte qu'aujourd'hui, voilà, on s'en sorte bien avec cette situation-là. Je pense qu'on a Il y avait pas mal il y a- épuisé le sujet. Je voulais qu'on passe sur les questions. Ah oui, bah voilà. Il y Ouais, avait une question de Hawk, si tu veux, je la ouais. lis. Vas-y, n'hésite pas à la lire elle t'est destinée en plus. Voilà. Si on arrivait à la position de la liquidation sur un
Donc, si on arrivait à ce qu'on appelle le palier de liquidation sur une position, est-ce que les liquidateurs pourraient utiliser les solutions OTC slash solutions centralisées? Ou alors, sont-ils obligés de liquider les 50% maximum on-chain? Alors, il y a plusieurs éléments dans la question, je vais y répondre un par un. Et c'est Oak Invest qui nous pose cette question, donc on les salue. Et donc, pour cette question, la réponse, c'est que les liquidateurs font ce qu'ils veulent. En fait, liquider sur AV, ça veut juste dire payer en lieu et place de l'emprunteur la dette. Et bien sûr, ce n'est pas une action qui est bénévole, sinon ça motiverait pas grand monde. Pourquoi on le fait? Parce que dans le cas, par exemple, du CRV, on va pouvoir apporter de l'USDT pour repayer la position de Michael, mais si on apporte 100 dollars de USDT, on va récupérer 108 dollars de CRV au cours de maintenant, au cours qui a été défini par l'oracle de prix. Oracle des prix qui définit, et d'ailleurs c'est ce qui a protégé le protocole par Chainlink, par une médiane des prix qui sont constatés on-chain et off-chain. Donc en ce moment, vous imaginez bien que les prix on-chain, c'est considéré comme des outliers, donc c'est pas mis en avant, mais c'est surtout des prix off-chain sur la finance centralisée qui définissent le prix du CRV actuellement. Pourquoi? On l'a expliqué plus tôt dans le live, parce que malheureusement, l'une des poules hackées sur Curve, c'était la poule CRV-ETH qui concentrait la majeure partie de la liquidité. Donc comment ça se passe? C'est que toute personne, quand une position, le F-factor passe en dessous de 1, et c'est vraiment ouvert à tous, hein, n'importe quelle adresse peut apporter de l'USDT autant qu'ils veulent jusqu'à 50% de la valeur de la dette. Et 50% de la valeur de la dette actuellement, c'est 32 millions de dollars à peu près. Il y a plein de gens qui n'ont pas 32 millions de dollars. Donc comment ils font? S'ils ont 1000 dollars, ils peuvent apporter 1000 dollars et ils vont recevoir du coup 1080 dollars de valeur de CRV. Ce CRV, aujourd'hui, ils peuvent pas le vendre on-chain. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Soit ils le gardent, et ça, c'est possible. Hein. C'est comme les ventes OTC où il est très fortement probable qu'il y ait un petit contrat off-chain sur ces ventes OTC où ils sont obligés, les gens qui achètent, de le garder un certain temps. Est-ce que c'est 3 mois? Est-ce que c'est 6 mois? Est-ce que c'est un an? Ça, c'est leur deal off-chain et ça ne nous concerne pas forcément. Ou alors, ils peuvent dire, ok, je récupère le CRV, je l'envoie sur Binance, je l'envoie sur Coinbase Pro, je l'envoie chez Wintermute, GSR, chez les plateformes OTC de market maker, et je vais le revendre à tel prix. Et j'encaisse la différence. Et si j'arrive à le revendre jusqu'à, tant que je ne l'ai pas revendu à moins de 8% du prix du marché, j'encaisse la différence. Et donc, c'est ce qui se passe. Et généralement, en fait, les liquidateurs, ils attaquent en vague. Donc, une liquidation de cette taille-là, et ça peut durer 1 heure et demie. S'il n'y a pas de liquidité on-chain, ça peut même durer un jour, en fait. Et ça pose pas particulièrement de problème tant que la valeur du collatéral est supérieure à la valeur de la dette, plus un buffer, un tampon pour le liquidation bonus. Et comme au moment où commence la liquidation, il y a 2 dollars pour chaque dollar à récupérer et qu'à chaque fois on donne 8 centimes sur chaque dollar à récupérer. Donc on donne 1,8 1 dollar et 8 centimes à chaque fois qu'on nous apporte un dollar. Il y a pas mal de marge pour que les liquidateurs arrivent par différentes vagues, même sur plusieurs heures, tant que il y a plus d'un dollar derrière chaque dollar à récupérer. À partir du moment où on arrive à une parité, 1 dollar pour 1 dollar, là, les liquidateurs, ils se disent, pourquoi je travaillerais pour rien? Et donc, généralement, les derniers dollars à récupérer, ils vont être sous-collatéralisés. Et quand on arrive dans une situation de dette excédentaire, quand le prix a tellement baissé que il y a plus assez de collatéral pour rembourser la dette. Et du coup, il faut aller chercher le collatéral ailleurs. Donc historiquement, chez AV, cette situation n'est arrivée qu'une seule fois, c'était en novembre 2022. Historiquement, ça c'est à la gouvernance de décider ce qu'on fait, hein, mais historiquement, c'est d'abord les stablecoins dans la trésorerie qui sont mobilisés, mais après ça dépend de la dette. Mais ce qui s'est passé la dernière fois, c'est que les USDC dans la trésorerie ont été mobilisés pour acheter du CRV. Et sinon, il y a le safety module. Et actuellement, dans le safety module, il y a, je crois, 90 millions de dollars mobilisables, un tiers de ce qu'il y a dedans, 30% de ce qu'il y a dedans, un petit peu moins d'un tiers.
Et ça peut être utilisé pour être vendu et récupérer du coup de l'USDT. Ok, très bien. Ben, justement, je trouve ça intéressant ce que tu précisais à la fin, le fait que, et du coup vous l'avez déjà fait, comme tu disais, en octobre-novembre dernier, le fait que vous puissiez, enfin, quand je dis vous, je parle de AAVE, peut intervenir et utiliser donc ces liquidités finalement de sécurité pour venir appuyer. Comment ça se passe concrètement? J'aimerais bien savoir un petit peu plus, si tu peux nous l'expliquer. Bah, il y a une proposition qui se met en place. En gros, la DAO a un revenu. À chaque fois que quelqu'un paye des intérêts, d'ailleurs, sur les 3 derniers jours, il y a eu pas mal de revenus du côté d'AV, hein, parce que les gens ont retiré leur liquidité. D'ailleurs, je sais pas si c'est marrant ou pas, mais c'est un peu l'état du monde. Les gens ont retiré de l'argent de la V3 alors qu'il n'y a pas vraiment il y a pas de risque dans la V3. Donc, du coup, ouais, pourquoi pas, hein, mais mais ça a fait monter les taux d'intérêt sur la V3 puisque les taux d'intérêt sont définis par l'offre et la demande, alors qu'il n'y avait pas de raison logique particulière. Après, je peux comprendre que les gens courent vers la sécurité et qu'ils s'en fichent de payer un petit peu plus pendant 2, 3 jours, le temps de savoir si tout va bien ou si tout va mal, etc. Euh, Ça, c'est une chose. Le Septimodule, on s'en est jamais servi sur AV, sur les 3 dernières années, parce que le seul événement où il y a eu de la dette excédentaire, c'était en novembre 2022, depuis la création d'AV. Et du coup, la décision, elle a lieu par la gouvernance, par une proposition de vote. Cette trésorerie qui est actuellement à 30 millions de dollars à peu près, en cash, donc en stablecoin, en Ether et en quelques actifs qui sont ni de l'Ether ni des stablecoins, mais relativement liquides, ça dépend de ce qu'il y a sur AV. Et ben on peut directement aller trader sur CoSwap et les échanger contre à peu près ce qu'on veut. Donc il est fortement possible que s'il y a de la dette excédentaire, on puisse aller repayer des positions ou recombler un petit peu les trous directement avec ces stablecoins-là. Après, la ligne de défense qui est derrière, c'est les gens qui stake du AV. Et donc là, c'est sur 10 dollars de déposé, il y a jusqu'à 3 dollars qui peuvent être mobilisés. Mais c'est sociabilisé sur les 282 millions de dollars qu'il y a actuellement. Donc c'est pas disons que s'il y a je sais pas, je vais dire un chiffre 10 millions de dollars de mauvaise dette et qu'on a utilisé tous les stablecoins et qu'à la fin il y a 10 millions de dollars à vendre, ça fait pas 30% des stakes AV qui sont saisis, ça fait 3%, ce qui équivaut à 6 mois de rendement à peu près. Ouais, c'est ça, 10 millions? Non, même moins que ça. Enfin, quelques pourcents qui sont réduits, donc ce qui correspond à quelques mois de rendement. Et donc, c'est faisable. Et tout ça, ça se passe directement on-chain, par proposition de gouvernance. Les gens votent et l'exécution se fait on-chain sans qu'il y ait besoin d'êtres humains qui soient impliqués. Ok, ok. Bah, en tout cas, c'est très clair. C'est vrai que c'est un sujet voilà, dont on parle pas forcément assez souvent. C'est assez technique, mais c'est intéressant de profiter justement de cette actualité-là pour mettre le doigt dessus. Et tu l'évoquais aussi au tout début, et je le rappelle hein, pour ceux qui n'étaient pas là. C'est vrai que voilà, il y a vraiment une différence à faire entre la V3 et la V2 de AVE, et que voilà, il n'y avait pas d'intérêt à retirer ces liquidités de la V3 puisque elle n'était pas du tout en danger ou quoi que ce soit. Bon, en tout cas, on a parlé très technique depuis tout à l'heure. Je voulais qu'on termine sur un autre sujet et peut-être donner un peu plus la parole à Valentin là-dessus. Parler régulation, puisqu'on sait que c'est un peu l'actualité du moment, c'est le sujet dont tout le monde parle en ce moment, en tout cas la trame de fond de ces derniers mois. Et voilà, la DeFi est aussi assez scrutée par les régulateurs. Un événement comme celui-ci, je pense que ça a évidemment pas mal fait peur. Valentin, quel est ton avis là-dessus? Est-ce que tu peux nous donner ton avis ouais, sur la régulation et est-ce que ça pourra impacter l'avenir de la régulation de la DeFi? Ouais, carrément. Effectivement, ça fait partie des gros sujets qui sont regardés. Juste avant, effectivement, et ça permet de donner un peu de contexte peut-être à ce chapitre régulatoire, mais qui est tellement complexe et qui bouge tellement que c'est toujours difficile d'avoir des réponses. Et en même temps, c'est bien que ça soit difficile d'avoir des réponses parce que le régulateur se nourrit en partie des réflexions
qu'on est en train de vivre ici. C'est pas du tout interdit que parmi les 250 personnes qui nous écoutent ce soir, il y ait une personne qui travaille au sujet de la régulation au niveau européen ou français et qui s'inspire aussi de nos échanges. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est pour ça que c'est compliqué de la saisir à un instant T. Mais pour revenir sur ce qu'on disait, sur ce que vous disiez, ce qu'on disait tout à l'heure avec Marc, c'est que on est aussi en train de construire un système qui donne et c'est le pouvoir de la finance décentralisée, mais je pense qu'on l'a perdu. Alors peut-être pas dans les gens qui sont ce soir sur ce live, mais de manière générale, c'est que ça redonne un pouvoir extrêmement important à l'utilisateur. Et on parlait tout à l'heure d'attaques économiques. C'était le cas en novembre, c'est le cas aujourd'hui des attaques systémiques, économiques, tout ce qu'on veut. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours dans la finance traditionnelle et qui font partie des décisions que prennent des chefs d'entreprise, des traders ou ce genre de choses et qui ne posent aucun problème. Et là, effectivement, la subtilité, c'est que moi, je suis pour. C'est aux yeux de tous et chacun peut prendre une décision qui lui incombe. Mais comme beaucoup, et c'est normal, n'ont pas le temps nécessaire à consacrer à comprendre tous ces enjeux-là, et bien effectivement, le poste d'un mec externe à l'écosystème de l'autre côté de l'Atlantique va faire panique. C'est un mouvement de foule assez classique. Donc, c'est vraiment important de comprendre. Je ne vais pas paraphraser une ancienne ministre qui disait, en paraphrasant Spider-Man, une phrase assez connue sur la capacité que ça impose d'avoir autant justement de pouvoir. Mais il faut bien comprendre que ce genre d'attaque, tous les jours, la plus connue, c'est George Soros sur la Banque d'Angleterre avec le livre Sterling, d'une certaine manière, et on en a entendu parler un peu longtemps après, et c'est aujourd'hui un récit pour se faire peur sur la capacité d'attaquer une monnaie étatique. Mais ce genre de sujet, en plus là, on ne parle pas avec des milliards d'euros non plus, bah, ça existe tous les jours, et c'est le rôle des entreprises, c'est le rôle des services de renseignement, d'une certaine manière absurde sur certains sujets très précis, de combattre ce genre de choses. Et là, c'est le rôle de chacun d'entre nous, dans nos petites positions à quelques centaines ou dizaines ou milliers ou centaines d'euros de le faire, donc ça change la donne. Mais effectivement, c'est très particulier. Ouais, mais Valentin, excuse-moi, mais quand tu travailles pour un fonds d'investissement ou que tu es soi-disant analyste, etc., et que C'est formé. que tu partages de la désinformation sur un protocole, sur des positions, sur une situation, dans la finance traditionnelle, tu vas en taule. Hein. Voilà, Et, effectivement, c'était le pont sur la régulation. Mais après, encore une fois, ça fait partie des sujets sur lesquels il faudra trouver des solutions ou des manières de certifier l'information. Nous, à Cryptos, on a passé nos 5, 6, 7 dernières années pour les plus anciens sur Cryptos à travailler à cette éducation et à la capacité de filtrer les bonnes informations. La désinformation, elle existe par nature sur les réseaux. Elle est amplifiée par certaines positions opposées au bien public aujourd'hui avec le CRV, c'est certain. Mais par définition, c'est le pont que je voulais faire entre le pouvoir aujourd'hui et la capacité que chacun a à gérer sa position avec moins d'informations que le mec qui a 10 personnes qui permet de donner des informations et une complète lecture parce que c'est son métier, et en même temps la désinformation. Et c'est là où peut-être la réglementation cherche à se mettre, donc c'est pas du tout facile de savoir où est le curseur. On a beaucoup entendu parler du règlement MiCA, donc c'était le fameux Market in Crypto Asset, on en a beaucoup parlé sur Cryptos et dans les différents spaces où le régulateur a essayé de cadrer tout ce qui était centralisé. Là, effectivement, ça sera probablement l'enjeu de la fin d'année, très clairement de 2024, d'encadrer notamment la finance décentralisée. Et il faudra savoir où mettre le curseur entre, et c'était l'autre sujet, est-ce que c'est vraiment décentralisé, c'est-à-dire où est-ce que s'arrête la décentralisation de la part du lecteur, dans la grille de lecture du régulateur, sachant que pour lui, une centralisation d'un token peut-être d'un tiers par un des fondateurs, bah, c'est pas forcément totalement décentralisé. Ça va partie des échanges que fait le régulateur, c'est des consultations qui sont publiques pour beaucoup. La DAN en France y répond beaucoup à ce genre de sujet, même les protocoles de finances décentralisés eux-mêmes. Je sais que Marc est particulièrement actif aussi sur ces sujets. Donc c'est très important d'être capable de mettre ce curseur. Mais aujourd'hui, la réglementation sur la finance décentralisée, pour cette classe d'actifs, pour cette fonction-là, elle n'existe pas, puisque MiCA, justement, avait exclu la finance décentralisée pour lui créer un cadre très clair. Très clairement, ce qu'on est en train de vivre ici pourra donner un peu de gras à nos régulateurs, mais c'est pas du mauvais gras dans le sens où c'est ce qu'on dit depuis tout à l'heure. D'un point de vue systémique, d'un point de vue de la tuyauterie, oui, la finance décentralisée, a priori, est en train de gérer les risques et avec tout ce qu'on a expliqué, de passer cette épreuve comme elle a passé celle de novembre, comme elle a passé FTX et tout ce que vous connaissez et qui fonctionnait encore quand SBF faisait ses dingueries et que pourtant les protocoles de finance décentralisés, en tout cas les blue chips,
continue de vous fournir des services. Ça fait partie des sujets qui seront traités. Mais voilà, en tout cas, c'était les 2 points sur lesquels je voulais mettre l'accent, parce que c'est ce qui servira aussi à charge ou à décharge pour la réglementation à venir. Je veux quand même insister sur un point là-dessus, pour la différence, parce que la régulation, c'est bien ou c'est pas bien, chacun a un avis là-dessus, mais c'est bien que l'écosystème soit en maturité, mais pour pointer la différence entre la finance centralisée et décentralisée, là au moins tout le monde est au courant. C'est-à-dire que les événements arrivent en live, les données, elles sont publiques. Tout le monde peut constater par lui-même les positions de Michael sur AV. Chaque centime, à chaque fois que il y a un deal OTC qui a lieu on-chain, alors on n'a pas tous les détails des contrats, on voit pas tous les contrats, mais on voit les sommes transiter, on voit la position se recollatéraliser en permanence. Et même si on parle du pire, du pire, du pire des cas où le safety module est impacté, en une semaine, tout est plié, hein, les amis. En une semaine, les utilisateurs, voilà, les gens qui ont du AV, ils prennent leur coup, leur gifle, mais en même temps, ça fait partie du risque et c'est comme ça, c'est les marchés. On parle du pire des cas, mais les utilisateurs, ils retrouvent leurs sous et en une semaine, on passe à autre chose. Je vous rappelle ce qui s'est passé sur Celsius, les gens attendent toujours leur argent. Les gens qui avaient des sous sur FTX, ils attendent toujours leur argent. Mt. Gox, qui s'est passé il y a presque 10 ans maintenant, non peut-être pas 10 ans, mais il y a plus de 5 ans, ça c'est sûr, les gens attendent toujours l'argent, la finance centralisée, c'est compliqué, quoi. Donc, même dans le pire des cas, la finance décentralisée prouve sa valeur. Ouais, bon, heureusement justement qu'on a l'avis de quelqu'un comme toi qui a l'expérience, qui travaille quotidiennement dans ce domaine-là pour rassurer aussi, mais on peut comprendre évidemment que les personnes qui suivent les cryptos de loin, pratiquent un petit peu à leur petite échelle la DeFi, n'ont pas forcément connaissance de tout ça. Et c'est justement intéressant de le rappeler. Et de manière générale, et dans le contexte de cette question que j'avais posée à Valentin sur la régulation, c'est aussi intéressant d'avoir ces échanges ensemble pour que un épisode comme celui-là ne soit pas utilisé justement à décharge de la DeFi dans une vocation de réglementation, mais au contraire justement, comme tu disais Marc, qu'on mette en avant le fait que tout s'est passé correctement grâce à ce qui a été construit et justement mieux que finalement dans un écosystème centralisé. Et donc c'était... Ouais, vas-y Valentin. Ça, Lilian, excuse-moi, effectivement, ça faisait partie totalement des sujets qui ont été traités et on l'avait fait ensemble, Marc, notamment quand il y avait Mika et que le régulateur s'interrogeait à intégrer Mika, les NFT et tout le sujet. C'était un spielblick réglementaire un peu chiant à comprendre, mais on avait fait beaucoup d'épisodes sur Cryptost, des vidéos en face-to-face avec les acteurs de la finance décentralisée. Et encore une fois, Marc est venu s'exprimer au micro pour notamment expliquer le tuyauterie. Alors, évidemment, c'est complexe à comprendre pour les gens qui y travaillent un peu. C'est moins pour Marc parce que ça fait des années qu'il y travaille. On ne demandera pas forcément au régulateur de regarder tous les codes. Mais effectivement, il y a cette auditabilité permanente. Je me souviens d'ailleurs d'une vidéo qu'on avait faite à Angers, Marc, entrée plat dessert, où on revient sur ces sujets et sur la promesse de valeur qui, encore une fois, c'est ce que je disais au début de l'intervention tout à l'heure, elle semble avoir été perdue, même si je pense que dans ce space, en plein bear market, en première août à 19h, les gens qui le sont ont en tête cette plus-value qui est énorme, mais c'est que effectivement, le code s'exécute hors attaque parce qu'il y a un bug dans le contrat, comme on l'a vécu avec Curve, se déroule de manière transparente et s'exécute comme il a été écrit à l'origine. Donc il suffit de regarder ce qui se passe dans la tuyauterie et en théorie, à part bug, tout se déroule à la vue de tous. Là où effectivement sur Celsius, même sur FTX, bien peut-être, on verra ce que nous dit l'enquête, ça faisait des années ou des mois en tout cas, où que FTX était à découvert et que ça tournait quand même parce qu'ils étaient 6 à le savoir. Et bien, ça, je suis d'accord, effectivement, et c'est pour ça que cette capacité c'est très fin dans la compréhension et dans la vision. Eh bien, c'est là où c'est le rôle des médias, c'est le rôle de ce que tu fais, Marc, dans toutes les interventions que tu fais, et d'autres, et ProfChain, et je vois ACM et un paquet d'autres gens, ont la capacité d'expliquer et de ne pas mentir, parce que dans tous les cas, la donnée, elle est visible de tous, mais encore faut-il la comprendre, et c'est le rôle aussi de Kaiko d'une certaine manière. On en a vu beaucoup de leurs graphiques tourner ces derniers jours, cette entreprise française qui décrypte les données publiques de la blockchain et expliquer ce qui est lié à l'irrationnel de la peur, ce qui est lié à la désinformation volontaire et ce qui est lié à la réalité et comment le code public de la finance décentralisée interprétera cette réalité et la traitera. Et en l'occurrence, ce soir, a priori, il n'y a pas de risque systémique sur les blue chips de la finance décentralisée. Excellent. Et tout à fait.
comme le disait Marc tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de désinformation, mais justement, il faut aussi le prendre, finalement, si on veut rester optimiste, dans le bon sens. C'est que cette auditabilité, elle permet à chacun, à condition d'avoir quelques compétences, d'aller regarder ce qui se passe, comme tu dis, dans la tuyauterie. Et ça a permis à plein de personnes d'être finalement informées dès les premières minutes de ce qui se passait, contrairement à ce qu'on a pu connaître par le passé avec Celsius, avec FTX, etc. Donc, en effet, il faut y trouver des points positifs et celui-là, je pense, est l'un des plus importants. Bon, on a englobé, je pense, tous les sujets dont on pouvait parler autour de ça. On a réussi à dédiaboliser un peu cette affaire Curve grâce à vos interventions extrêmement pertinentes à vous trois. Je voulais regarder un petit peu s'il y avait des questions. Je prends quelques secondes pour regarder les commentaires, mais je crois qu'on n'a pas eu d'autres questions que celle de Hawk. Et si vous avez quelques questions, on peut attendre quelques instants, le temps que vous les posiez, et on fera intervenir Valentin prochaine ou Marc pour vous répondre. Et si on n'a pas, je pense qu'on Moi, on je voulais juste, terminera Marc, là-dessus. peut-être en 30 secondes, une minute, parce que ça a été traité hier dans ton live avec CM et c'était pertinent à rappeler, parce que c'est encore le gros fossé qui reste, c'est le rôle des assurances décentralisées ou des assurances, tu en as un petit peu parlé avec le module de AAV et les quelques millions, enfin les dizaines de millions qui permettent de sécuriser tout ça, mais les assurances externes, est-ce que tu peux peut-être en dire un mot aux auditeurs, comprendre la difficulté, contrairement à un assureur traditionnel dans la finance traditionnelle ou même dans la vie de tous les jours à assurer sa bagnole comme on pourrait assurer un prêt dans la DeFi, s'il te plaît. Bon, déjà, la première chose, les amis, l'assurance un pour un, c'est-à-dire un dollar d'assurance, de fonds mobilisés d'assurance pour un dollar à risque, ça n'existe pas. Ce serait la solution la moins efficiente d'un point de vue capital. Ça coûterait une fortune à maintenir et forcément, non, c'est même pas envisageable. Dans la finance traditionnelle, les gens font pas ça en fait. Dans la finance traditionnelle, le métier d'assureur, c'est de parier sur l'avenir, de faire des probabilités de risque et de se dire bon bah voilà, j'apporte une couverture et est-ce que je suis optimiste et en fait un assureur fait le pari que tout ira bien hein, parce que s'il pense que ça va s'écrouler, un assureur ne propose pas d'assurance et il préfère proposer ses services sur d'autres marchés. Aujourd'hui, euh, la question c'est comment on price le risque de la finance décentralisée. La réponse, c'est que le marché est tellement jeune et immature que c'est impossible. Et tout service d'assurance qui dirait qui essayerait de se lancer sur le marché, il y en a plusieurs, ils sont tous cassés la gueule pour l'instant, ou alors ils vivotent. Euh, ils n'arrivent pas à pricer le prix, ou alors si le prix qu'il faudrait faire payer est rédhibitoire pour le marché. S'il fallait pour 100 dollars de fonds déposés sur un protocole, il fallait payer 30-35 dollars par an d'assurance, il y a peu de gens qui seraient prêts à l'acheter. Et pourtant, 30 ou 35%, ça veut dire que l'assurance prévoit que ça pète moins d'une fois tous les 3 ans. Alors que sur les 3 dernières années, il y a pas mal de protocoles qui ont explosé et il y en a peu qui ont survécu 3 ans sans aucun problème. Il y en a un seul, en fait, il en reste un, c'est AV. Parce que Curve, malheureusement, ça leur est arrivé et puis tous les autres, ils ont eu au moins un événement dans le passé où il y a eu besoin de mobiliser ce genre de truc. Et aussi, comment on price, la semaine dernière, quel prix vous auriez donné à assurer le protocole Curve et quel prix vous le donnerez aujourd'hui. Et a priori, le chiffre est complètement différent. Et pourtant, c'est le même protocole, etc. Parce que non seulement quand vous êtes assureur, vous auriez dû vérifier le code de Curve, et le code de Curve n'a pas de vulnérabilité qui est connue, et le code de Curve, on l'a dit un petit peu plus tôt, n'est pas responsable de ce qui s'est passé. Mais en plus, il faut vérifier toutes les versions du compiler des smart contracts. Donc, c'est d'une complexité qui est bien au-delà de ce qui est possible aujourd'hui sur le marché. Donc, la chose qui existe aujourd'hui et la seule chose qui peut se mettre en place, c'est les structures d'autoprotection
Alors nous, on parle pas d'assurance pour le safety module parce que tout simplement, et en toute transparence, assurance, c'est un terme qui a des conséquences légales. Et j'utilise les termes français, hein, j'essaye, excusez-moi pour ça. Une DAO n'est pas une personne morale. En tout cas, pas dans la plupart des juridictions. Et pour l'instant, il n'y a pas une reconnaissance ni un statut juridique des DAO. Donc, une DAO ne peut pas, légalement, c'est impossible, ne peut pas proposer des services d'assurance puisque une DAO ne peut pas entrer en conformité et proposer ce type de services qui sont encadrés. Ou alors, enfin, pas pour l'instant. Peut-être dans le futur, mais pas pour l'instant. Donc, la seule chose qui existe aujourd'hui dans le safety module, c'est un fonds d'autoprotection qui pourrait avoir des services qui ressemblent de loin à une assurance, mais c'est pas exactement ni les mêmes garanties, le même encadrement légal. Très bien. Et justement, tu nous parles du safety module et je vois qu'il y a quelques personnes qui ont posé des questions à ce sujet. Bon, la première, c'est savoir s'il est opérationnel pour la V2 et pour la V1. Mais bon, je pense que tu as répondu Alors indirectement. la V1 non, la V1 non, la V1 la gouvernance a arrêté de couvrir, si je dis pas de bêtises, à confirmer, hein, mais il y a des traces hein, sur le forum de toute façon. Je crois que la V1 ne couvre plus la V1 et la V2 sur Polygon et Arbitrum, non pas Polygon et Avalanche. Mais par contre la V2 Ethereum et la V3 partout normalement est couvert par le safety module. Ok. Et il y a une question qui demande s'il va être utilisé. Pareil, ça tu l'as abordé, mais peut-être en une minute, si tu peux revenir dessus. Alors, impossible de prédire l'avenir, hein, parce que peut-être pendant que je suis en train de prononcer cette phrase, le cours du CRV peut perdre 60% en une minute. C'est possible, hein, ça peut exister. Hein. Et si c'est le cas, a priori, si le cours perd 60% en une minute, ça va mal se passer pour les liquidations. Mais on est d'accord que la probabilité que ça arrive, elle est relativement faible. C'est-à-dire que quand on fait des prédictions par rapport au marché, on regarde les données historiques, on regarde la volatilité historique et on en fait des prédictions, mais c'est probabilistique. Vous imaginez bien qu'on n'a pas de boule de cristal pour avoir l'avenir. Aujourd'hui, dans les scénarios qui sont envisageables, ça ne veut pas dire que il y a que ça qui va arriver, mais dans les scénarios qui sont envisageables, aujourd'hui, on est un petit peu sorti depuis hier, et d'autant plus aujourd'hui où il y a eu pas mal de remboursements OTC, on est sorti des probabilités fortes où le safety module est utilisé. Ça ne veut pas dire qu'il ne le sera pas, hein, mais a priori, s'il y a liquidation, déjà la probabilité de liquidation est devenue assez faible aujourd'hui, mais s'il y a liquidation, la probabilité que la liquidation soit couverte tranquillement, entre guillemets, par les liquidateurs, elle est assez élevée. Et même la probabilité où les liquidateurs laissent de la dette excédentaire, a priori, on n'est pas sur des sommes qui font sauter le safety module. Donc moi, personnellement, je pense pas qu'on soit dans les plus fortes probabilités. Si tu m'avais posé la question il y a 2 jours, vers 20 heures, là, je t'aurais dit oui, c'est sur la table. Mais aujourd'hui, c'est moins sur la table. Ouais, parce que tout le contexte depuis 2 jours, on est revenu dessus pas mal. Je sais pas si la Voilà. personne qui a posé la question était là depuis le début du live, mais voilà, il s'est passé de nombreuses choses depuis ces 2 jours, et notamment le fait que le cours du curve soit remonté, qu'il y ait eu du coup des pré-liquidations finalement, enfin un système de pré-liquidation similaire avec ces ventes OTC de CRV de la part du coup de la personne qui détenait cette grosse position. Bref, pour toutes ces raisons-là, d'un point de vue de probabilité, en tout cas, on est sorti des ranges Des de scénarios. gros risques. Voilà. Et donc, bon, évidemment, on ne peut pas répondre à cette question-là de manière totalement certaine, mais voilà, en termes de Si, probabilité, si. Je peux répondre de manière certaine dans 6 mois. C'est comme ça que oui, ça marche. ouais, ouais. Mais bon, ce sera trop tard et je pense qu'on sera plus là pour en parler si ça arrive. Effectivement. En tout cas, on avait quelques autres questions, je crois. Je suis un peu en train de regarder. Il y a pas mal de questions qui portent sur d'autres sujets. C'est vrai que l'actualité était assez fournie cette semaine, hein. Il y avait quelques autres sujets dont on a pu parler, mais on va pas le faire. On va pas le faire ce soir. Ok, donc ouais, beaucoup d'autres questions. Bon, on va pas y répondre. La DeFi est-elle morte? C'est une excellente question. Comme le Bitcoin, tu sais, tous Mhm.
toutes les 3 semaines, le Bitcoin est mort. Donc, si on écoute Aurore Laluc, a priori, on est tous foutus, n'est-ce pas? Mm. Et je pense que c'était évidemment pour nous dire que a-t-on atteint le bottom du bear market? Bah oui, c'est certainement pour ça. Bon, en tout cas, je pense qu'on a épuisé un peu toutes les questions qui étaient posées. J'en vois pas de nouvelles apparaître. Donc voilà, on a fait le tour du sujet. On l'a abordé sous tous les angles. Merci justement Marc pour toute ton expertise, toutes les infos que tu nous as données. C'était très précieux. Ça nous a permis de comprendre aussi comment ça va se passer de l'autre côté, finalement, du côté qu'on connaît un petit peu moins, nous, c'est-à-dire le côté des personnes qui travaillent au sein du protocole. Donc merci à toi. Je vais te libérer parce que je sais que tu dois partir, je crois. Si je dis pas de Yes, bêtises. On t'a pris déjà un yes, petit peu plus que ce qui était prévu de base. En même temps, j'ai pas de l'impression souci. que quand on te donne la parole, voilà, Euh, tu peines à T'es la en train de lâcher. dire, t'es en train de dire que je suis bavard, ça c'est vraiment, ça c'est pas sympa, hein. Voilà comment on est accueilli chez Cryptost, on s'en souviendra, hein. Bon, Ah, en tout cas, c'est toujours un plaisir de venir vous voir. Et puis, on se parle bientôt sur les réseaux sociaux. Et merci beaucoup et bonne soirée à tous. merci à toi. Merci beaucoup. Bon, Valentin, tu voulais qu'on discute peut-être un petit peu des autres sujets d'actualité. Je l'ai rapidement évoqué. Est-ce qu'on prend quelques minutes pour le faire? Je t'en prie, Lilian, ouais, si tu veux traiter quelques sujets. Écoute, tant qu'on est là et qu'on a encore quelques personnes qui nous écoutent, on peut éventuellement revenir sur d'autres sujets d'actualité, notamment un qui aurait pu éventuellement faire office de live, justement, parce que c'était un gros sujet pendant un moment. On en a un petit peu parlé sur Cryptost, le sujet de ces fameux meme coins qui ont débarqué sur Coinbase, enfin sur Base, du coup la layer 2 de Coinbase, un meme coin qui a vu le jour ce week-end, samedi, qui en quelques heures a complètement explosé. Je crois qu'il a fait plus de 3 millions de pourcents en 24 heures. Voilà, on a eu certaines personnes qui sont devenues célèbres sur Twitter parce qu'ils avaient annoncé avoir acheté de ce token qui s'appelle BLD Bold, en référence évidemment au fait que le fondateur de Coinbase soit chauve. Voilà, tout simplement. Bref, cette personne qui est devenue célèbre parce qu'il avait annoncé avoir acheté du Bold très tôt, qui est devenu millionnaire en l'espace de quelques heures. Bref, voilà, ça a attiré énormément de monde sur Base, sur cette layer 2. Beaucoup de gens qui cherchaient évidemment à essayer de reproduire ça, trouver la prochaine pépite qui allait faire fois 1000, fois 10 000, j'en sais rien. Il y a eu énormément de nouveaux tokens, des shitcoins qui sont apparus sur cette blockchain. Donc pendant un moment, on a commencé à essayer de retracer, et je l'avais fait ce dimanche, je l'avais partagé sur Twitter, on a essayé de retracer l'adresse du créateur du smart contract de Bold. On s'est rendu compte que c'était quelqu'un qui détenait énormément de CBETH, 50% de la supply de CBETH. Donc pendant un moment, on se demandait si c'était pas quelqu'un qui était en relation avec Coinbase et pourquoi pas une stratégie de marketing un peu osée, pas forcément conventionnelle, mais qui aura été efficace en tout cas puisque ça a permis un temps de ramener pas mal de monde sur la blockchain. Bon, la réalité, c'est que quelques heures plus tard, hier, je crois, finalement, ça s'est avéré être un scam. Enfin, un scam, ça, on s'en doutait, mais en tout cas, un rug, puisque le fondateur du smart contract a retiré toutes les liquidités et a finalement laissé les investisseurs avec un token qui n'avait plus aucune valeur. Le cours est tombé à zéro. Et c'est là que c'est devenu un peu intéressant. Et alors tout ça, ce ne sont que des suppositions. J'ai pas forcément énormément suivi parce que j'ai trouvé ça un petit peu what the fuck. Mais concrètement, certaines personnes ont retracé les adresses et se sont rendu compte que eh bien, la personne qui était à l'origine de ce smart contract, de ce token Bold, pouvait potentiellement être SBF. Voilà, le fondateur de FTX, qui aujourd'hui évidemment est poursuivi par la justice, bah, justement dans le contexte de ce qui se passe avec FTX. Donc voilà, c'était un peu l'actualité, la grosse actualité dont on a beaucoup entendu parler aussi sur les réseaux sociaux, parce que évidemment, voilà, on parle d'un token qui fait un multiplicateur exceptionnel en l'espace de quelques heures, qui rug, donc forcément avec, je crois qu'on avait un market cap de
aux alentours de 30 millions au moment du rug, donc bon, c'est quand même relativement important. Et puis aussi du fait que voilà, on retrouve SBF à nouveau sur le devant de la scène. Alors évidemment, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, il n'y a rien de vérifié. Mais voilà, le fait que son nom soit ressorti là-dedans, ça fait que l'actualité a pas mal tourné sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'était l'autre grosse actualité du moment. Je ne vais pas rentrer dans le détail du lien avec SBF, etc., parce que déjà, j'ai pas toutes les infos. J'ai pas eu le temps de me renseigner énormément sur ce sujet-là. Ça m'intéressait beaucoup moins que ce qui se passait sur Curve. Mais bon, voilà, ça c'était l'une des grosses actualités. Et puis voilà, est-ce que Valentin, toi, tu avais une actualité que tu voulais aborder éventuellement? Non, non, effectivement, c'est ce Ah, je crois qu'on a perdu Val. En revanche, on a. Ouais, prochaine, tu voulais intervenir? Oui, je voulais juste. C'est vrai que j'ai pas trop suivi. Je me suis concentré sur Curve et du coup le hack avec Zapper. Mais j'ai quand même regardé les adresses, notamment en fait, si tu veux, le déployeur du contrat Ether de Bald, en fait, il utilisait une adresse sur Binance et une autre adresse qui était active. Et en fait, ces adresses-là, si on suppose qu'elles ont un lien avec SBF, c'est parce qu'elles ont interagi une fois, deux fois en fait précisément même avec les wallets avec des wallets de Alameda Research. Donc, on pourrait supposer potentiellement avec des gros doutes, donc il y a vraiment zéro certitude ou presque zéro certitude, que ça pourrait être soit Sam Bankman-Fried, SBF, ou un des exécutifs de Alameda Research parce qu'il y a eu une ou deux interactions avec ces wallets-là, mais du coup, c'est vraiment basé sur des suppositions pour l'instant et on n'a pas vraiment de preuves que ce soit le cas. Donc, juste pour que les gens comprennent, c'est pas forcément SBF en soi qui est mis en cause ici, c'est un wallet qui a interagi avec une des adresses du déployeur du contrat Aide de Bald. Donc voilà, c'est pas forcément quelque chose de grave en soi et il n'y a pas forcément d'implication et d'attaque à mettre sur SBF. Pour l'instant, il y a vraiment que des suppositions. Enfin, on connaît la vitesse avec laquelle les informations circulent dans l'écosystème. Pour être honnête, j'avais pas forcément, voilà, j'avais vu passer l'actualité, j'ai pas eu le temps de m'y pencher concrètement. J'avais vu que c'était lié à SBF et c'est intéressant que tu nous expliques plus dans le détail justement ça. Bon, en réalité, finalement, si ce n'est que ça, il n'y a pas forcément de raison de s'alarmer. En tout cas, voilà, le résultat reste le même, hein. On a eu un actif qui a été lancé ce week-end. Le fondateur y a ajouté énormément de liquidités, ce qui est quand même assez rare pour des shitcoins, hein, globalement. Voilà, je suis pas un expert en shitcoin, mais de manière générale, c'est rare qu'il y ait énormément de liquidités comme ça. On avait quasiment 40 millions de liquidités sur cet actif-là. C'était assez massif, qui a été énormément mis en avant sur les réseaux sociaux, notamment grâce à l'histoire de cette personne. On ne sait toujours pas si cette personne qui a justement fait ce tweet, qui a gagné quasiment 30 000 abonnés en l'espace de 24 heures grâce à ça. On ne sait pas s'il est lié de près ou de loin au lancement de cette crypto. En tout cas, voilà, ça a permis de relancer une espèce de hype comme on a pu la connaître à l'époque pendant le bull run sur certaines blockchains, les hypes très dégènes, c'est-à-dire voilà, on allait chasser des shitcoins en l'espace de quelques heures, ils s'effondraient, mais le premier arrivé était gagnant et les derniers étaient perdants, une espèce de petite course comme ça. Mais bon, on a retrouvé ça un petit peu ce week-end sur Base. Est-ce que c'est une bonne publicité pour la Layer 2 de Base? Franchement, j'en suis pas convaincu. D'autant plus que ça a mis en lumière le fait que voilà, le réseau n'était pas non plus dans un niveau optimal pour accueillir autant d'utilisateurs. Le fait que il y a des questionnements sur la manière avec laquelle on peut ressortir ces fonds du réseau. Jusqu'ici, il n'y avait pas forcément de bridge officiel qui permettait de ressortir les fonds de Base vers Ethereum, par exemple. Donc bon, si on devait conclure sur cette actualité-là, c'est évidemment voilà, de rester extrêmement prudent là-dessus. C'est vraiment pas des actifs sur lesquels il est intéressant d'investir, à part si vous êtes fan de shitcoin et que vous avez envie de prendre énormément de risques, mais l'écosystème crypto déjà en lui-même en tant que vecteur d'investissement, c'est déjà un investissement à risque. Et donc se rajouter comme ça bêtement du risque, c'est pas forcément une bonne solution. Après, voilà, chacun évidemment prend le sujet
à sa manière. Donc voilà, ça c'était l'autre grosse actualité entre guillemets de cette semaine. Il y en a eu beaucoup d'autres, mais je pense qu'on va pas s'éterniser dessus. Mais je pensais que c'était intéressant quand même d'en faire une petite parenthèse sur ce live. Bon, on a perdu Valentin. Valentin qui a eu des problèmes de co. En même temps, voilà, il est à Angers. Pas sûr qu'à Angers, il est la fille. C'est ça de vivre dans le tiers-monde, hein. Voilà, on peut pas lui en vouloir. Peut-être qu'il reviendra, peut-être pas. On lui fera un petit débrief de la fin de ce live. Bon, Marc, je pensais que tu étais parti. Je pensais que tu avais autre chose à faire. Moi, je suis en train de bosser en même temps, hein, je vous écoute, hein, c'est cool, hein. Franchement, tout va bien. Ouais. Est-ce que t'as regardé un peu ce qui s'était passé sur Base? T'as suivi cette affaire? Moi, ça me rappelle les premières semaines d'Arbitrum. Il y avait le Tout Nyan à fait. 4 token, le Carbone. Moi, j'ai gagné de l'argent dans Nyan et que j'ai immédiatement perdu dans Carbone. Et il y avait 100 000 trucs, hein. Je crois que j'ai perdu de l'argent aussi dans Arby's et dans d'autres trucs, mais bon, ça fait partie de la chicanerie. Généralement, moi, j'y vais avec ce que je suis prêt à perdre, hein. Donc, Ouais. pour moi, quelques dizaines, quelques centaines de dollars, ça dépend des moyens de chacun. Ça Bien fait sûr. partie un peu de l'apprentissage de la dégénérie. Si on n'a pas perdu de l'argent dans un même coin, est-ce qu'on a vraiment vécu? C'est une vraie question. La question, cependant, moi je suis pas dans Base parce que j'ai été assez occupé, vous imaginez bien ces derniers temps. Bien sûr. Le truc, c'est qu'on est sur un DevNet, je crois. On n'est pas encore sur on sera sur le mainnet qui va devenir public. Donc il n'y a pas vraiment de risque Ouais. là-dessus. Mais je crois qu'on ne peut pas débridger. Donc on peut y Ouais, aller, c'est mais on ne ça. peut pas en revenir. Et pour l'instant, il n'y a pas les bridges. On ne peut pas déposer depuis le Base Network jusqu'à Coinbase et inversement. Enfin, c'est relativement compliqué. Donc il faut savoir que on va un peu dans la jungle et c'est fait pour ça. Et Ouais, tout à c'est pour fait. l'instant les protocoles entre guillemets blue chip n'y sont pas déployés. Il y a une proposition qui a passé la gouvernance sur AV pour se déployer sur Base, d'ailleurs récemment. Donc il y aura AV officiellement, hein, enfin il y a un dernier vote à faire, mais il y en a 2 sur 3 qui sont passés à la quasi-unanimité. Donc vous êtes à peu près sûr qu'il y aura Uniswap, il y aura AV, il y aura un petit peu tout le monde, mais tout ça ce sera dans quelques semaines. Et là actuellement, il y a que du shitcoin. Et que lorsque vous tradez des actifs sans fondamentaux, bah, les amis, vous tradez des choses qui n'ont de valeur que la potentielle capacité de le vendre à quelqu'un qui est encore plus idiot que vous. Mais généralement, quand on joue à ce jeu, on se rend vite compte qu'on n'est pas le plus intelligent et le roi de la jungle, et les maths sont pas de votre côté. Donc, allez-y en toute connaissance de cause, les amis. Ouais. Et juste, ouais, parenthèse sur Base, en effet, bon, c'est une blockchain qui est développée par Coinbase, donc évidemment, on n'a pas tous les détails des conditions qui permettront aux utilisateurs de bridge back sur Coinbase. Certains parlaient de KYC, etc. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui se sont lancés dedans sans forcément savoir qu'ils pourraient pas retirer leurs fonds. Et aujourd'hui, on n'a pas toutes les conditions encore sur le papier. Donc bon, faudra attendre de voir ce que ça donne. Mais en effet, en ce moment, c'est plus un écosystème dégène et de shitcoinerie puisque les fonds sont là et voilà, c'est un peu le premier qui arrivera à trouver la prochaine Après, couche quoi. moi, ça me pose quand même, Coinbase, c'est quand même une entreprise qui est cotée en bourse, qui est très, très régulée, qui gère le stablecoin. Alors, pas directement, mais avec une entreprise sœur, on va dire, qui s'appelle Circle, qui gère le stablecoin USDC. Donc, c'est un peu les premiers de la classe de l'écosystème, même si on écoute le régulateur américain, ils méritent tous d'aller en prison, n'est-ce pas? Puisqu'il y a un procès entre Coinbase et la SEC, qui a lieu en ce moment. Mais est-ce que il est bien avisé de scammer les gens sur ce type de réseau? Est-ce que les layer 2, il y a quand même des séquenceurs qui viennent valider les transactions? Est-ce que le bridge de retour acceptera toutes les personnes pour revenir? Est-ce qu'il n'y aura pas des actions? Ça, c'est vraiment une question que je me pose, hein, mais j'ai pas la réponse. Est-ce que Coinbase acceptera de laisser partir allègrement les scammers avec l'argent qu'ils ont récupéré Ouais. des retail? Mais c'était un C'est, peu ce que je c'est, voulais dire en parlant de conditions, justement, le fait que voilà, les personnes aussi qui sont à l'origine des projets de ces projets Scammy
ne pourront certainement, enfin, peut-être pas retirer leurs fonds si on met en place un KYC, évidemment. Est-ce qu'ils y arriveront? Est-ce qu'ils pourront le faire? Est-ce qu'ils voudront le faire? On n'en sait rien. C'est peut-être je pense que ça fait partie des réflexions du côté de Coinbase, à mon avis. En tout cas, c'est un sujet important. Moi, j'ai pas la réponse. Je pense que personne ne l'a, mais on verra dans les prochains mois, en tout cas, quand ce sera officiellement déployé. Mais toi, tu disais que ça te rappelait Arbitrum, ce qui s'était passé. Moi, ça me rappelle plutôt les BRC20 il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, ça remonte. Mais les premiers tokens BRC20 sur Bitcoin, on a vu. Et d'ailleurs, c'est les mêmes noms qui ont été repris sur Base, Oui, bah, les mêmes, les PP, etc. Moi, ça moi, je m'a pense rappelé que c'est ça. un Et petit je me groupe, suis hein. dit, Je oui, pense qu'il y a un c'est petit assez groupe gros. de développeurs qui doivent avoir leur propre Discord et leur propre Telegram. Alors, j'en fais pas partie, je serais plus riche, hein, peut-être. Si j'avais moins d'éthique et plus d'argent, peut-être que je ferais partie de ces groupes-là. Mais je pense qu'on parle d'une petite dizaine de personnes qui, à chaque fois, déploient, qui ont un peu les contrats et qui font ça de manière industrielle, hein, et qui viennent tondre les gogos. Je pense que ça doit être un business très, très profitable pour ces gens. Ah, mais tout à fait. On avait vu combien est-ce qu'ils avaient pu gagner avec les BRC20 à l'époque. Il y avait eu des capitalisations qui avaient explosé extrêmement rapidement. J'ai jamais entendu parler justement de cette théorie qui, je pense, est loin d'être finalement loin d'être fausse, celle que ces développeurs se refilent justement leurs projets entre eux, se refilent les smart contracts, etc. S'aident mutuellement à lancer ces projets et en tout cas à faire le marketing initial pour lancer un peu le truc sur les réseaux sociaux. Je suis certain que ça fonctionne comme ça. Peut-être qu'avec Cryptost, un jour, on arrivera à infiltrer ces réseaux et à vous proposer une Bah, enquête. Mais pour l'instant, ça, il n'y a pas de clairement, piste. il y a aussi les influenceurs, hein. Il y a toute la phase. Il y a des influenceurs spécial shitcoinery qui ont une Bien grosse sûr. influence, quand même. Et ces gens n'ont aucune. Il n'y a pas en fait de conséquences. C'est-à-dire que Non. ils vont chiller le coin du jour. Il y a 10 000 $ de liquidité, ils s'en foutent quoi. Donc forcément, avec 5 000 $, ils arrivent à faire doubler le prix parce qu'il y a quasiment aucune liquidité. Donc les gogos vont mettre leur Ether qu'ils ont économisé en faisant du DCA en 6 mois. Ils ont réussi à mettre un Ether de côté. Ils se disent ah ben, c'est génial, je vais avoir 10 Ethers d'un coup. Mais malheureusement, bah voilà, ils se font tondre. Ouais. Et un Ether par un Ether, 0,5 Ether par 0,5 Ether, à chaque fois, ils récupèrent 30, 40, 50, 100, 200, 500 Ethers. Et il n'y a plus Mhm. qu'à recommencer. Rinse and repeat. Donc, vous Les qui nous influenceurs écoutez, vont. est-ce que vous avez envie de participer à ça? Et en fait, vous participez en deux manières. Déjà, en suivant ce genre de profil. Et deuxièmement, en tenant de l'argent à ces gens, quoi, en étant la liquidité de sortie de ces gens, quoi. C'est au bout d'un moment, allez dans un casino, mettez votre argent sur le numéro 17. Au moins vous avez une chance sur 36 de doubler votre argent. Et en vrai, les maths sont plus de votre côté dans un casino à mettre de l'argent n'importe où, sur n'importe quel numéro, que dans ce type de projet, parce que type de projet, ils sont là pour vous tondre. Et vous avez une chance sur 1 million de gagner de l'argent, les amis, hein. Même le Ouais. loto est plus favorable pour vous, hein. Et ça me rappelle aussi l'époque des NFT, tout début, l'engouement sur les NFT. Et c'est pour ça que le rôle des influenceurs là-dedans, il est extrêmement important. Mais malheureusement, comme tu dis, on peut pas les pointer du doigt. Il y a un bon nombre d'influenceurs j'ai plus les noms en tête, mais enfin leurs pseudos en tout cas, qui ont complètement disparu de la circulation après avoir vendu tout un tas de shitcoins ou de projets NFT comme ça. Le mécanisme est similaire, je pense, sur le projet NFT. Mais je me souviens d'un influenceur en particulier et qui tout le monde savait que c'était un scammer, mais il était suivi parce que on savait que si on suivait ses calls, eh bien on était sûr de s'en sortir, de gagner, en tout cas de tomber sur un projet qui allait être pumpé derrière puisqu'il allait en parler, puisque des gens allaient arriver et en fait c'était simplement une course à savoir qui allait être le premier à suivre son call. Bon, voilà. Au bout d'un moment, je pense que, comme tu dis, tout le monde va vouloir y passer peut-être à un moment donné, tester. On se rend compte très vite que c'est complètement inintéressant, qu'on perd de l'argent et que voilà, on se lasse. Mais bon, je pense pas que cette tendance s'arrêtera de sitôt et même pour le prochain bull run, à mon avis, on en aura de plus en plus comme ça. Voilà, en tout cas, ça l'a prouvé ce week-end avec Base. On a eu à nouveau tout un tas de shitcoins et d'arnaques qui sont sortis.
Bref, voilà, on a fait le tour de cette actualité. On va pas s'éterniser non plus. Je sais que Valentin est revenu, il a retrouvé sa connexion, il a retrouvé sa fibre à Angers. Bah écoute, Valentin, Aussi c'était que là, je tourne le dos 5 je minutes pour t'offre que le mot Marc de la fin. revienne dans le space. Et oui, Marc a entendu shitcoin et qui s'est dit, ah, j'ai peut-être une expérience à vous partager aussi. Euh, mais Val, si tu veux prendre le mot de la fin, conclure ce live, je te le laisse, je te l'offre. Ça, c'est parce que tu n'as pas plus de plans de sortie que moi. Non, mais effectivement, c'était très, très intéressant. Toujours, mais c'est des choses qu'on fera plus souvent, je pense, de jump comme ça sur des spaces et d'échanger avec vous. C'est plus facile. Encore une fois, les liens, ce que tu sais de manière hebdo sur le site, enfin sur YouTube, mais peut-être un peu moins d'activité en ce moment. Donc, passionnant en tout cas d'avoir ces avis-là et de traiter de manière transversale tous ces sujets. Donc, merci à vous d'avoir été là, toutes et tous. Et puis, de toutes les façons, on va regarder la DeFi s'écrouler ou pas. Encore une fois, a priori, elle ne devrait pas s'écrouler dans ces conditions. Et c'est ça qui sera assez passionnant à suivre en direct. Et je sais que ProfChain, tout à l'heure, dès le début, parce qu'il est prévoyant, lui, même si on n'a pas beaucoup entendu, avait mis dans la discussion directement ces différentes analyses. N'hésitez pas à aller le regarder. Et puis, encore une fois, faites l'exercice. Comme on l'a tous fait ces derniers temps, en tout cas ceux qui avaient un peu de peur ou de temps, d'aller regarder sur Dbank, d'aller regarder sur Zapper, Zerion ou tout autre service qui permet de voir un petit peu plus facilement ce qui se passe sur la DeFi, les transactions, parce que sur Etherscan, c'est un peu chiant à regarder, mais sur des outils comme ça, Dbank particulièrement, de retrouver l'adresse des gens que vous souhaitez scruter un petit peu et soyez rassurés ou en tout cas essayer de comprendre un petit peu les mécanismes qui se mettent en place. Et je salue, je sais plus s'ils sont encore là, les gars de WAC, tout comme toi Lilian d'ailleurs, qui ont fait des super threads à ce sujet et qui contribuent là encore à l'éducation sur ce sujet qui mêle tout plein de choses, de l'ingénierie, de la finance et tout plein de domaines qui sont très complexes et que je suis très fier à travers les différents intervenants et Cryptost aussi d'aider à la compréhension pour un monde meilleur. Voilà. C'était mon mot de la fin, j'ai brodé comme je pouvais. Merci à tous. Merci Val. Écoute, merci à tous, merci à Marc de nous avoir accompagnés, merci à PropChain. Merci à Val aussi pour votre expertise. J'espère que le live vous aura plu. Voilà, si vous avez manqué, il sera, je pense, normalement disponible sur Cryptost en rediff sur la chaîne YouTube de Cryptost. Voilà, donc si vous voulez le réécouter tout ce qu'on s'est raconté ce soir, vous pourrez le faire. Voilà, je vous remercie et passez une bonne soirée. Salut.